Que la paix soit sur vous. Bienvenue sur Mizan TV en ce mois béni de Ramadan. Très heureux de vous retrouver pour une série d'entretiens qui seront consacrés à des sujets de société. Et pour en discuter avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Mehdi, l'imam Mehdi. Bienvenue sur Mizan TV. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de m'avoir invité. Très heureux de te recevoir pour t'entendre sur des questions alors que tu as peut-être abordées, mais pas forcément sous le même angle. Je vais introduire sur ce premier sujet, ce premier entretien que nous allons faire ensemble, puisqu'il sera consacré à la famille moderne. Quel rapport entretenons-nous avec la famille moderne? Une famille qui est traversée malheureusement très souvent par des questions de séparation, de divorce ou d'atomisation des familles, puisqu'on voit que la famille moderne se réduit très souvent à la famille, ce qu'on appelle la famille nucléaire, c'est-à-dire les parents et les enfants seulement. Que vaut la famille moderne? Quelles sont les causes et les conséquences de ces différents phénomènes d'atomisation? Je te laisse la parole, Mehdi. Quelle est ta vision? Quel est ton constat? Quelle est ton analyse? Toi qui es un homme de terrain, tu es un éducateur à ta manière, tu es un conférencier. Quelle leçon tires-tu de ton expérience, toi qui as été aussi confronté à ces questions sur le terrain? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Écoute, c'est une excellente question et c'est une question qui est contemporaine et très importante. Je pense que dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons jamais été confrontés à autant de soucis, justement en parlant de la famille dite traditionnelle. Il y a énormément de choses qui se sont passées dans ces dernières années et on sait que même depuis la Seconde Guerre mondiale, euh, le fait que la femme rentre dans le marché du travail, le fait qu'il y a eu également énormément de révolutions dites culturelles avec mai 68 et autres, on remarque que le schéma familial a complètement changé. On parle de famille nucléaire, ce qui est quand même nouveau en pensant papa, maman et enfants, alors qu'à l'époque, la famille était beaucoup plus élargie que ça. Il y avait justement un socle familial qui incluait et les grands-parents, qui incluait également les tontes, les tatas, et même les voisins qui faisaient partie même de la famille. Or là, maintenant, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, et la famille a véritablement changé, et dans ses mœurs, et dans son organisation. Au début, c'était une famille qui était dite patriarcale, où on savait qu'il y avait justement un chef de famille, avec la femme qui était, entre guillemets, le premier ministre, qui aidait justement à l'éducation et aux tâches qu'elle soit professionnelle ou même ménagère dans la maison, parce que on dit souvent que la femme ne travaillait pas alors que c'est faux. Elle travaillait énormément, que ce soit dans les champs, que ce soit à l'auberge, que ce soit dans la restauration. Lorsque le mari justement avait un métier, bah, la femme l'aidait dans ce métier-là. C'était vraiment quelque chose qui était commun. Et aujourd'hui, on voit en fait que tout a été complètement fragmenté. Chacun a sa vie et de cette vie individualiste qu'a l'homme, la femme et les enfants, on essaie de créer justement une famille. Et malheureusement, cette famille-là, elle est éclatée façon puzzle, pour reprendre Diar. On voit qu'il n'y a plus réellement de famille. Lorsqu'on sait que la femme n'est pas là toute la journée parce qu'elle travaille, que le papa également travaille, qu'on voit les enfants qui passent pratiquement toute la journée à l'école, en passant tôt le matin, en restant à l'étude et en passant par la cantine. On essaie en fait de créer justement cette unité familiale qui n'est que factice, c'est quelque chose qui est complètement biologique, un papa et une maman, des enfants, mais en réalité, le mot famille est beaucoup plus profond que cela. Qu'est-ce qu'on a perdu quand on parle tu parlais de famille traditionnelle, j'allais te demander comment tu l'as définie, mais finalement tu l'as fait en rappelant que c'était la famille dans les temps précédents était une conception, enfin d'ailleurs même très récemment en réalité, c'est pas si vieux que ça. C'est une famille élargie, les grands-parents, les oncles, les tantes, les voisins. Tu rappelais aussi les rôles traditionnels au sein de la famille. Qu'est-ce qu'on a perdu finalement dans la famille moderne telle qu'on la vit aujourd'hui, dans cet éclatement? Quelles sont les vertus, quels sont les effets que nous avons perdus en passant de la famille traditionnelle à la famille moderne ou post-moderne même? Un des effets les plus pervers que j'ai pu constater, c'est qu'en fait, le papa et la maman n'ont plus le rôle d'éducateur. Euh, Au début, on parlait vraiment dans un rôle d'élever les enfants, donc leur donner le gîte et le couvert, les soigner lorsqu'ils sont malades. Ensuite, on parle d'éduquer les enfants. Or là, les parents qui sont affairés justement
dans leurs différentes fonctions, dans leurs différentes professions, bah, ils n'ont plus le temps d'éduquer leurs enfants. Donc c'est qui éduque les enfants? C'est soit justement l'éducation nationale, alors qu'à l'époque, ce n'était pas l'éducation nationale, mais simplement l'instruction nationale. On a changé le nom du ministère. Et également la rue, les copains, les copines. Et aujourd'hui, malheureusement, fait très nouveau, Internet, les réseaux sociaux. Donc les parents n'ont plus cet effort d'éduquer leurs enfants. Ils ne sont plus là, malheureusement. Ils sont aux abonnés absents. Et donc l'une des choses les plus importantes pour moi, c'est qu'en fait, les parents étaient une sorte de refuge, de socle, qui vont initier les enfants à cette future société, ils vont initier des corolégionnaires, des concitoyens à vivre en société. Or, les parents ne le font plus, cette chose-là. Ils ne sont plus là dans la protection. Ils ne sont plus là à accompagner leurs enfants à l'âge adulte pour devenir justement des citoyens. Et cette perte de repères fait des ravages aujourd'hui. Euh, on n'est plus à l'époque où, comme on sait, à l'époque, c'était la famille qui présentait le futur mari ou la future épouse. C'était quelque chose qui se faisait vraiment très familièrement, enfin, pardonne-moi, familialement. Mais là, aujourd'hui, en fait, on laisse les enfants, les jeunes ados, les jeunes adultes livrés à eux-mêmes. Juste pour la question du mariage. Tu sais que selon les dernières statistiques de l'INSEE, plus d'un mariage sur deux finit par un divorce. Ce qui était, ce qui était un cas vraiment marginal à l'époque, hein. Et lorsque je te dis à l'époque, c'est notre époque. Il y a 30 ans de ça, divorcer, c'était quelque chose de rarissime. Et bien là, aujourd'hui, c'est pratiquement une norme. Quelles sont les causes, justement? Est-ce que tu as observé, est-ce que tu t'es intéressé Mais, aux causes de ce divorce? mais les causes sont multifactorielles. La première, c'est que on n'est plus à essayer de construire une mini-société à travers la famille, mais on est devenu très individualiste. L'homme, comme la femme, cherche d'abord à être carriériste, et on ne peut pas allier l'aspect professionnel des choses, parce que maintenant, je suis désolé, mais c'est vrai qu'on va parler d'énormément de sujets en même temps, mais l'objectif maintenant, c'est de réussir matériellement parlant. Il faut réussir matériellement parlant. Et pour la réussite matérielle, il faut avoir un job qui va nous accaparer énormément de temps. Je ne peux pas me retrouver à m'occuper des enfants parce que on va avoir une perte justement financière, on va avoir une perte économique. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, je suis en train de constater que à l'époque, et c'est dans l'islam, l'homme doit subvenir aux besoins de la femme. Allah le dit et le mentionne dans le Coran. Bah là, je vois des frères qui disent, parmi mes critères de choix, il faut que la femme, elle travaille. Parce que il faut avoir le hall inclusif au Sofitel pendant les vacances d'été, il faut pouvoir aller au ski, il faut pouvoir acheter la maison. En fait, il y a des objectifs matériels, des objectifs économiques qui ont remplacé les objectifs sociologiques, les objectifs familiaux. Et ça, c'est très grave. Et c'est ce qu'on est en train de constater. Donc, à un moment ou à un autre, ça ne peut pas aller de pair. Parce que lorsqu'on a des enfants, on oublie également que ces enfants sont faits de chair et d'os et qui demandent en fait un entretien et psychologique et matériel. Mais là, on fait des enfants et on les oublie. On les inscrit dans les différentes crèches dès leur jeune âge. À peine ils sont sortis du ventre de la maman qu'on les met à la crèche. Pourquoi? Parce que la femme, elle doit vite retourner au travail. Et lorsqu'elle rentre le soir et qu'elle est fatiguée de cette journée harassante de travail et que le papa également, bah là, il y a des frictions. Eh, mais moi, je ne me suis pas marié pour ça. Eh, mais je ne comprends pas pourquoi tu m'aides pas, pourquoi tu fais pas ci. Et l'enfant qui est en train de pleurer, l'enfant qui demande du temps, etc., etc. Et donc, à un moment ou à un autre, comme on a des objectifs matériels et des objectifs de vie qui sont différents, parce qu'en fait, chacun a sa carrière, chacun a son salaire, ça clash. Et autre chose également, qui est le chef de famille? Pour qu'une entreprise fonctionne, pour qu'un navire puisse voguer, même en cas de tempête, pour qu'un chef de bord ou un commandant de bord dans un avion puisse voler, il faut toujours qu'il y ait un seul et unique chef. Mais lorsqu'il y a deux salaires, lorsqu'il y a deux, comment dirais-je, boss à la maison, et parfois même la femme, très souvent, surtout dans notre communauté, parce qu'elle a plus étudié ou parce que c'est plus facile pour elle de trouver un métier par rapport à l'homme, elle va avoir un plus gros salaire. Et donc maintenant, c'est qui va décider? Lorsqu'il y a deux boss dans une même maison, c'est très compliqué. Et donc, on va se retrouver à avoir des soucis de management. J'emploie le terme management sciemment parce que c'est du domaine professionnel. On veut manager une famille comme on veut manager une entreprise. Et là, on se retrouve à avoir beaucoup de problèmes. À l'époque, lorsque c'était patriarcal, c'était facile. Il y avait un chef de famille, il décidait, la femme venait le conseiller et ça roulait. Parce qu'en fait, on avait comme objectif premier, non pas de réussir matériellement parlant, mais d'élever un foyer, de construire un foyer. Or là, on veut construire une maison au lieu d'un foyer. À l'époque, on s'aimait, on voulait avoir de l'amour. Mais maintenant, en fait, ça doit être un échange réciproque. Si mon mari m'apporte quelque chose, je veux bien rester avec lui. Mais s'il ne m'apporte rien du tout, j'ai plus rien à faire avec lui. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment vouer sa vie à sa famille. J'aimais mon mari avec ses défauts et ses qualités. Et j'aimais mon épouse avec ses défauts et ses qualités. On construisait quelque chose.
Bah, aujourd'hui, c'est plus le cas. On est dans un modèle qui est complètement différent. On est dans un modèle de modernité, de consumérisme et d'hédonisme, à la recherche perpétuelle d'un plaisir. Et dès que j'ai pas ce plaisir-là, bah, je suis plus là à sacrifier. Eh, j'ai pas signé pour ça, hein. On l'entend très souvent. Je me sens pas épanoui. Il ne me donne pas la meilleure version de moi-même. Toi, tous ces mots-là, j'ai un mari toxique, pervers, narcissique, qui sont revenus à la mode à cause des coachs spirituels ou des coachs mentaux, tu vois, ou mental plutôt. Et là, on se retrouve à avoir une famille qui est complètement décimée. Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de causes multifactorielles. Alors, moi, je relève trois niveaux de compréhension ou d'analyse et je voudrais qu'on les aborde un par un pour justement avancer dans cette réflexion. Il y a le premier aspect, le premier niveau, c'est quand tu mettais en avant le fait que la femme est rentrée aujourd'hui dans le marché du travail, enfin aujourd'hui depuis longtemps maintenant, dans le marché du travail. Donc cette stratégie capitaliste qui a été opérée a modifié, a bouleversé, a redéfini les rapports sociaux et les rapports familiaux, hein, parce que tu disais que l'homme et la femme aujourd'hui travaillent. Mais quand tu l'expliques, on a l'impression que c'est un choix personnel, individuel, alors que il semble tout de même que pour beaucoup de familles, alors je dis pas pour tout le monde, pour beaucoup c'est un choix, mais pour beaucoup d'autres, ce n'est pas nécessairement un choix étant donné l'explosion de la précarité, ce qu'on appelle la paupérisation, la baisse des salaires. Tout le monde ne gagne pas 2 000 ou 3 000 euros par mois. Et dans un schéma traditionnel où c'est le père qui ramenait l'argent, c'est-à-dire le père travaille, ramène son salaire et faisait vivre sa famille, ce qui était le cas encore dans les années 80. Moi, je me souviens le salaire de mon père nous faisait vivre très très bien, hein. Décemment. Voilà, décemment, le niveau de vie était nettement différent. Il n'y avait pas cette inflation. Quand on voit aujourd'hui le prix de l'essence, le prix de l'électricité, les abus terrifiants, hein, en hausse des prix et sans équivalence, sans montée des salaires qui permettent de vivre, il ne faut pas, est-ce que tu ne nuancerais pas ton analyse de cette question-là, du fait que pour beaucoup, ce n'est pas un choix, ils auraient voulu vivre différemment, mais que c'est une nécessité qui leur est imposée par le système. Est-ce que tu partages ce point de vue? Non, je ne partage pas du tout ce point de vue parce qu'en réalité, depuis la Seconde Guerre mondiale et surtout dans les années 60, où justement on a fait introduire la femme dans le marché du travail, d'une part parce qu'il fallait reconstruire la France, et d'autre part pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les hommes étaient au front, c'était les femmes qui étaient à l'usine et c'est elles qui travaillaient pour justement déjà fournir l'effort de guerre, parce que la France était en guerre, l'Europe de manière générale, et d'autre part, lorsqu'on a introduit la femme dans le marché du travail, c'était pour un dumping social. C'était pour déjà Baisser les salaires. baisser les salaires. Et on l'a fait avec la femme, et lorsque la femme a complètement rempli justement le marché du travail, on a vu en fait qu'il fallait encore apporter un dumping social. Et on l'a fait comment? Avec nos parents, ceux qui sont venus du Maghreb et d'un petit peu partout dans le monde. Et donc on a fait un deuxième dumping social. Et c'est très révélateur ce que tu as dit, parce qu'en fait c'est le système qui a voulu cela. Lorsqu'on introduit les femmes, lorsqu'on ramène les étrangers, c'est encore une fois pour essayer de payer à moindre coût le salariat et pour faire en sorte justement que le patronat, donc le système capitaliste, puisse faire encore plus de profit. Mais une fois qu'on a dit ça, la précarité, tu me parles de, aujourd'hui on est de plus en plus précaire, mais les familles les plus précaires, c'est les familles monoparentales. C'est la femme qui se retrouve tout seule après avoir divorcé avec deux enfants. Très souvent, le mari va donner peut-être une pension, mais ça va être compliqué parce qu'il faut payer un loyer qui est très cher. Au début, en fait, il y avait un loyer pour la famille. Maintenant, c'est un loyer le papa et un loyer la maman. Ils sont séparés, d'accord ou pas? Et donc, il faut un lit pour les enfants lorsqu'ils sont là et un autre lit pour les enfants lorsqu'ils sont de l'autre côté. Et donc, cette paupérisation, cet appauvrissement justement de la famille traditionnelle se fait justement à cause du divorce. Lorsqu'on était tous sur un même foyer, ça suffisait largement. Il n'y avait pas justement énormément de points de dépense. Et justement, cette précarité existe en d'autres termes à cause justement du divorce. Donc, de là à parler du style qu'il faut, à cause de la précarité, il faut que les deux puissent travailler. Non, je ne suis pas Mais quand d'accord. le salaire du mari, qui serait au SMIC par exemple, pas parce qu'il l'a voulu, mais parce que malheureusement ses perspectives ne lui permettent pas autre chose, avec une difficulté d'accès au marché de l'emploi aujourd'hui, mis à part quelques secteurs qui sont en tension, comment, quel discours tu tiens aux parents qui peuvent avoir plusieurs enfants et ils ont du mal à s'en sortir, à payer les factures, à faire les courses, sans être forcément dans des standards pardon, très élevés, comme tu le Ils mentionnais sont tout dans à des l'heure. standards très élevés. Malheureusement, à cause d'Internet, réseaux sociaux, il faut que tu puisses être Instagrammable. D'accord? Ça, c'est une réalité aussi. Les gens vivent au-dessus de leurs moyens. Les téléphones coûtent cher, les vacances au ski coûtent cher. On voit des gens qui prennent des prêts pour aller en vacances.
En France, de manière générale, lorsqu'on est une famille et qu'on a des enfants, la politique justement familiale encourage à faire des enfants. Et donc il y a des aides sociales, il y a les APL, il y a même lorsque tu es riche et que tu ne demandes même pas, que tu as un salaire décent, chaque enfant vient avec ses allocations. Euh, Plus tu as d'enfants, et plus c'est facile, et plus on t'aide en France. Et si c'est pas la France, parce que la France, elle est très, comment dirais-je, sociale, à cause de la politique de la gauche à l'époque de Mitterrand et du regroupement familial, on voit que dans d'autres pays, les salaires suivent en fait. Et en réalité, lorsque tu me parles de cette chose-là, même avec un salaire SMIC, et on le voit, même il y a eu des abus, et que tu as juste trois enfants, ou même deux enfants, tu vas avoir des aides. Donc, qu'est-ce que l'on veut? C'est de quelle manière on veut vivre? Est-ce qu'on veut vivre de manière décemment ou on veut vivre comme on voit sur Internet et comme on voit sur les réseaux sociaux? Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et pourquoi il y a des divorces également? Parce qu'on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Avant, on pouvait patienter sur les problèmes de son époux, de son épouse. Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde Internet, lorsqu'on voit cette offre à profusion, que ce soit, entre guillemets, là, c'est l'imam qui s'exprime dans le halal ou même dans le haram, on voit qu'il y a justement énormément de moyens de penser que l'herbe est plus verte ailleurs, alors qu'à l'époque, j'avais ma femme, j'avais mon époux, j'avais mes enfants, j'étais bien dans ma vie. Aujourd'hui, toutes les cartes ont été redistribuées. La manière de percevoir les choses, la manière de voir les choses, les objectifs de vie ne sont pas ceux d'antan. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on voit une famille complètement éclatée. Et je te parle même pas encore de... Là, je te parle de la famille traditionnelle. Mais il y a un autre point qui est arrivé aujourd'hui, c'est la théorie du genre et les familles homoparentales ou des familles qui vont se retrouver avec un polyamour ou des familles qui vont se rencontrer dans différents sites où on va dire non mais moi c'est pas comme ça que je vois les choses, ou c'est deux papas, ou c'est deux mamans. Donc tu vois, on se retrouve en fait dans une sorte de mélange des genres qui est complètement, euh, pour trouver un terme qui puisse être politiquement correct, hein, d'accord, mais un mélange des genres qui nous pousse, nous, à essayer de s'évertuer à trouver la bonne recette. Mais même lorsque tu veux proposer une famille comme à l'ancienne, patriarcale, le papa avec la maman, etc., aujourd'hui c'est inaudible. Lorsque tu vois qu'il y a des papas qui disent à leur fille, ma fille, travaille. Travaille pour pas que tu sois dépendante de ton mari. Fais des études, ma fille. Et on voit des femmes qui sont en train d'étudier avec des bac plus 5, bac plus 7, bac plus 8, qui sont extrêmement bien instruites et qui ont des diplômes, et qui commencent à travailler, qui rentrent dans le marché du travail, et qui gagnent bien leur vie. Mais elles ont passé énormément de temps justement à acquérir justement cette stabilité financière et une profession qui soit à la hauteur de leurs études. Et ensuite, elles se retrouvent à 30 ans, 35 ans sur le marché du mariage, parce qu'à un moment ou à un autre, elles aimeraient bien pouvoir s'installer dans la vie, avoir un époux, avoir des enfants, etc. Mais le tic-tac de leur horloge biologique leur rappelle que eh, là, c'est compliqué. Et comme elles ont travaillé et qu'elles sont montées intellectuellement parlant et qu'elles ont un niveau de vie très intéressant, trouver des personnes qui ont patienté comme elles à 35 ans, c'est compliqué également. Parce que les bonnes personnes, les jeunes hommes, etc., ils se sont déjà vite mariés. Et là, on se retrouve à avoir beaucoup de, entre guillemets, vieilles filles, mais ce n'est pas des vieilles filles, mais des personnes qui auraient voulu accéder au marché du mariage, mais très tardivement, et elles se retrouvent malheureusement démunies de ne pas avoir un choix concret. Est-ce que parmi les causes qui pourraient expliquer justement ce que tu viens de décrire, le phénomène social, sociologique que tu viens de décrire, est-ce qu'on ne peut pas tout de même, parce on met tout sur le compte alors, de la société fait beaucoup, hein, il y a le déterminisme joue, le déterminisme social est une réalité, hein, personne ne le nie, ou sur les choix de carrière ou les choix de vie pour les femmes. Est-ce qu'il ne faut pas aussi faire preuve d'autocritique? Est-ce qu'on n'en est pas aussi arrivé là parce que on a constaté beaucoup de mauvais comportements d'hommes, de jeunes qui se mariaient, qui n'avaient pas forcément le sens des responsabilités, qui pouvaient voilà, aussi abandonner leur famille ou disons ne pas jouer leur rôle de père quand ils sont mariés. Est-ce que ce constat critique, on l'entend souvent au sein de la communauté musulmane, hein, je ne parle pas à l'extérieur de la communauté musulmane, on l'entend aussi au sein de la communauté musulmane. Est-ce que tu partages ce constat-là, que finalement il y a aussi une part d'autocritique à avoir de la part des jeunes pères, hein, c'est peut-être un manque d'expérience, je ne sais pas, ou peut-être que les hommes sont l'image aussi sont à l'image de la société dans laquelle ils vivent, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, voilà. Et donc finalement cet aspect négatif,
il aurait jailli aussi chez les hommes, et tu le disais aussi quand tu disais le tel père qui encourage sa fille à faire ses études. Donc, est-ce que la critique ne doit pas être aussi partagée de ce côté-là? Il ne faut pas faire de faits factuels, d'accord, une généralité. Euh, à mon époque, déjà, dans les années 80, je voyais des familles que je connaissais où le papa avait délaissé la femme et enfants et était retourné, par exemple, au pays. D'accord, on l'a vu ça. Et on a vu également des personnes qui sont irresponsables, des papas qui se sont mariés. Mais encore une fois, c'est marginalement important. C'est vrai que ça existe, mais c'est marginal. En fait, on va toujours parler des problèmes, mais on ne parle jamais des cas qui ont réussi. Et alhamdulillah, la plupart des mariages réussissent. C'est pour ça qu'on parle d'un mariage sur deux qui finit par un divorce. Mais n'oubliez pas également qu'il y a un mariage sur deux qui réussit. D'accord? Il ne faut pas non plus généraliser et avoir une vision défaitiste de la chose. Le gros souci, encore une fois, et nous sommes tous touchés, musulmans, juifs, chrétiens, athées, par justement cette perte de repères au sein de la famille traditionnelle. Quels sont les objectifs de la famille aujourd'hui? Et c'est ça qu'on doit redéfinir. À un moment ou à un autre, on veut quoi? Ben, là, la plupart du temps que je vois, c'est avoir des enfants. Pourquoi? Ah là là, j'ai vu une petite Jordan à 40... magnifique, toi, les petites paires de Jordan, là. Ah, je verrais trop mon petit bout de chou avec. Mais elles ont oublié les couches, elles ont oublié les pleurs, elles ont oublié l'éducation, elles ont oublié la crèche, elles ont oublié énormément de choses. On dirait que c'est un objet de consommation, le bébé. Comme le mari, c'est devenu un objet de consommation. Tout est devenu objet de consommation depuis que nous sommes petits, depuis l'avènement des écrans, depuis le fait qu'on parle de la ubérisation de la société où je peux avoir tout ce que je veux en commandant. On regarde le nombre incalculable d'applications, de rencontres, etc. On peut tout avoir au bout du doigt à cause du téléphone. C'est un facteur, pour moi, principal de cause de l'éclatement de la famille traditionnelle. Et c'est ça le problème. Nous ne sommes plus dans l'investissement. La famille, c'est un investissement. Tu te rends compte qu'à l'époque, il était inimaginable de voir nos grands-parents en maison de retraite. La père et la mère surtout fait le brr dans le fait d'avoir la bienséance vis-à-vis des parents qui est liée en fait à l'unicité divine. Et Allah en parle dans le Coran. On voit de plus en plus de familles, et d'ailleurs j'y vais dans les maisons de retraite, où tu vois des anciens qui sont en train de pleurer. Mon fils Mohamed m'a laissé. Ma fille Khadija m'a laissé. Ils viennent me visiter le week-end, mais regarde où je suis, mon fils. Est-ce que tu trouves ça normal? Alors qu'à l'époque, il y a 20 ans, 30 ans, c'était impensable de laisser sa mère ou son père. Je ne parle pas de cas de maladie grave, Alzheimer, etc., où là, on a besoin d'un accompagnement sanitaire, etc. Je ne parle pas de ça. Il y a des cas quand même qui sont extrêmes, mais ça, c'est marginal, on ne parle pas de ça. Là, on voit de plus en plus de musulmans, parents qui se retrouvent dans les maisons de retraite. Et je ne te parle pas simplement qu'ici en France. Va en Algérie, va en Tunisie, et au Maroc également, il y a des maisons de retraite qui commencent à ouvrir. Et ça veut dire quoi ça? Encore une fois, c'est la même trame de fond. C'est une maladie collective qui concerne les musulmans, entre autres, et autres également communautés, c'est que nous sommes devenus individualistes. Nous ne sommes plus tournés vers la famille, vers la société, mais je suis tourné vers ma satisfaction personnelle. Et tout le contraire de ce qu'appelle l'islam. Le prophète, alayhi salam, il nous dit Ahabbu nnasi ila Allah anfa'uhum linnas. Les personnes qu'Allah aime le plus, c'est celles qui sont les plus utiles aux gens. Or, aujourd'hui, je veux être le plus utile à moi-même avant de regarder vers la famille. Et le prophète, alayhi salam, dit dans une autre tradition le meilleur d'entre vous, c'est celui qui se comporte le mieux, qui a le meilleur comportement caractère avec sa famille. Et moi, je suis le meilleur d'entre vous. Donc, encore une fois, lorsque nous avons fait l'effort nécessaire avec nos proches, femmes et enfants, au point même où le prophète dit que la meilleure des sadaqas, c'est celle que tu vas donner à ta femme et tes enfants. Si tu les nourris, si tu les mets à l'abri de la pauvreté, de l'indigence, c'est la meilleure sadaqa que tu puisses faire. Tous ces paroles, tous ces préceptes, tous ces principes de base dans l'islam, nous les avons oubliés. L'homme, il sacrifie même sa femme et ses enfants au détriment de la réussite matérielle. Il y a une personne que je connais, je donne des exemples pour que ça soit concret, extrêmement riche. Dubaï, penthouse, tous les étés, Sofitel de Marrakech avec le all inclusive, hein, donc petit déjeuner, boisson à volonté, etc. Sa femme lui dit, mais j'en ai rien à faire de tout ça, moi je veux ta présence. Ouais, mais c'est grâce à ça que tu as toutes ces choses-là, le ski, la clusa, etc. C'est grâce à mon travail. Mais je préfère gagner moins, mais t'avoir près de moi. Et c'est là où, en fait, on voit que le matérialisme a gangréné toutes les communautés et principalement la communauté musulmane. Parce qu'avant, nous n'étions pas touchés par cela. La famille, encore une fois, a perdu en qualité à cause justement du fait qu'on s'est imaginé une vie belle à travers le matériel. Or, ce n'est pas ce que nous prône l'islam. Et toutes ces raisons-là ont poussé les gens à divorcer. Parce que lorsque je n'arrive pas, écoute bien, hein,
à avoir un niveau de vie comme je l'avais imaginé. Et on voit des petites filles qui te demandent des dots incroyables. Ouais, je veux une Tesla en dot, je veux 25 000 euros, je veux ci, je veux ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qala Nabi alayhi salatu wa salam, wa aqalluhu baraka, la dot, moins elle est élevée, plus Allah les mettra de la baraka, de la bénédiction. Bah, tout ça, ça vole en éclats. Non, il faut maintenant réussir matériellement parlant. On entend même des petites qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je te donne plein d'exemples pour te dire, les amis, si vous n'avez pas les moyens, faites pas d'enfants. Alors que le Coran, il nous dit, attention, c'est pas parce que vous n'avez pas les moyens que vous ne devez pas faire d'enfants. C'est nous, c'est-à-dire Allah, qui vous nourrissons, vous les parents, ainsi que vos enfants. Et tu vois, il y a plein de principes qui volent en éclats comme ça. Tout ça à cause de quoi? À cause de la matérialisation de cette société. Nous cherchons la réussite matérielle, financière et économique avant la réussite spirituelle et familiale. Et ça, c'est un problème qui touche tout le monde. La solution, une des solutions, ou je ne sais pas, hein, je réfléchis à voix haute, est-ce qu'une éducation à la parentalité, c'est-à-dire au fait d'être parent, et donc au fait aussi d'être mari, au fait d'être époux, épouse plutôt, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Est-ce que finalement nous n'aurions pas besoin de cela? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a jamais existé, en partant du principe que finalement c'est une expérience qu'il faut acquérir par soi-même, à moins peut-être aussi d'inclure l'expérience des familles élargies. On parlait tout à l'heure de modèles de famille élargie, qui pouvaient être aussi des espaces où une expérience se communiquait, où l'éducation était gérée par une famille élargie, donc pas seulement par deux parents. Voilà. Est-ce qu'une éducation à la parentalité serait la solution à ce problème? Mais encore une fois, tu me voles les mots de la bouche parce qu'il y a une formation à la parentalité qui est en train d'être mise en place par moi-même et d'autres également camarades et collègues, qu'ils soient imams, sociologues ou même juste formateurs et écrivains. Et cette parentalité, elle est très importante parce qu'on a oublié de savoir comment être parent. Avant même de choisir une épouse, comme on l'a dit, parmi les droits des enfants, c'est de leur choisir une bonne mère. Et la femme, lorsqu'elle doit choisir un époux, avant même de l'aimer, de l'apprécier, de voir sa religiosité, elle doit choisir un bon père pour ses futurs enfants. Parce qu'en fait, l'un des buts principaux euh, du mariage, c'est de pouvoir justement et- construire cette famille autour des enfants. Euh, la famille élargie, c'est très important, c'est ce qu'on avait à l'époque. Et la famille élargie, c'est le principe même de l'islam. C'est comme il a dit le Nabi alayhi salatu wa salam, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Celui qui voit un mal, il doit le changer. Or, aujourd'hui, si tu parles juste aux enfants de ton frère ou de ta sœur, tu vas avoir une remarque acerbe qui te dira ce ne sont pas tes enfants, c'est les miens, occupe-toi de tes affaires. Ce qui était inimaginable à l'époque. Si mon frère faisait une bêtise, qu'avait vu mon oncle ou même le voisin, et qui se mangeait une tarte, et que le voisin ou mon oncle racontait cette chose à mon père, il s'en mangeait une deuxième. Parce qu'en fait, nous étions tous à éduquer les enfants du quartier. Et je te parle ça dans les années 90, à Paris, dans le 19e arrondissement, là où j'ai grandi. Que le tonton soit algérien, marocain, tunisien ou même malien, sénégalais, s'il nous voyait faire une bêtise et qu'il nous mettait ou qu'il nous corrigeait à sa manière, qu'il nous molestait ou peu importe, eh bien, il fallait se taire parce que si papa l'entendait ou maman l'entendait, je me mangeais une deuxième rouste à la maison. Ça, c'est devenu impensable. Ne touche pas à mon fils, ne touche pas à mes enfants. C'est moi qui les éduque, c'est moi qui dois gérer. Et justement, cette perte d'investissement pour la société et non pas simplement que pour la famille. Parce que c'est quoi la famille en fait? C'est la société, c'est des composantes de plusieurs petites familles. Et tu peux éduquer tes enfants de la plus belle des manières, et c'est ce qu'on a vu. Des parents qui ont éduqué leurs enfants, qui leur ont appris le Coran. Et malheureusement, parce qu'il n'a pas fait l'effort dans le quartier, des amis du quartier ont fait en sorte que lui qui avait le Coran dans son cœur se retrouve à dealer, à avoir un point de deal. Je ne sais pas si tu te rends compte de la folie, Foued. Une personne qui a tout le Coran, qui est parti l'apprendre, pendant le Ramadan, il fait le travail, on l'avance, et ce gars-là, il a un point de deal. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a pensé simplement qu'à ses enfants, en oubliant en fait que cet enfant-là faisait partie d'un tout, d'une société, d'un quartier, d'un voisinage. Et le jour où on s'est perdu là-dedans, en disant ouais, mais non, mais ça, c'est moi, encore une fois, regarde, je te parlais d'individualisme tout à l'heure. Ben, lorsqu'on pense individualiste, eh bien en fait, on se perd. Parce que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tu vis parmi d'autres. Que ce soit des coreligionnaires ou des concitoyens, des personnes croyantes, non croyantes également. Et il faut intégrer cela dans l'éducation familiale. La famille, c'est tout ça. D'ailleurs, on parle même, ouais, la famille. Même des fois, des gens, tu fais, ouais, lui, c'est la famille. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il a grandi avec moi. Parfois, même le voisin de palier, il est encore plus important pour toi
que ta famille qui est éloignée. Pourquoi? Parce que si ta maison brûle, ou s'il y a un voleur, ou si tu as besoin d'aide parce qu'il y a eu une crise, peu importe de ce qui peut se passer, c'est ton voisin qui va t'aider. Les proches. Donc là, Les- c'est dans les deux sens du terme. Les proches, ex- c'est la famille et c'est aussi les exactement. gens qui habitent à côté. Exactement. Mais là, le proche, tu sais même pas le nom de ton voisin. Tu sais même pas le nom de leurs enfants. Dès que tu rentres, tu fermes la porte, tu calcules plus personne. Or, l'islam, c'est pas à ça qu'il nous appelle. L'islam, je suis désolé, mais parce que ça fait partie de la famille, et c'est un problème qui touche à la famille, le jour où on a pensé que nous étions seuls et que nous devions éduquer simplement que nos enfants, c'est là, en fait, on a perdu notre cible. À savoir qu'en fait, la famille, elle doit être élargie. Oui, j'ai ma responsabilité devant Dieu, comme il a dit, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Protégez-vous, vous, ainsi que les vôtres, donc femmes et enfants, d'un feu ardent. Ça, c'est le minimum nécessaire et c'est des comptes que tu devras rendre devant Dieu. Mais au-delà de ça, ta famille, c'est également les gens qui sont autour de toi. C'est ton clan, c'est ton voisinage, c'est ton quartier. Et les musulmans se sont perdus là-dedans. On arrive à ne plus justement se représenter cette famille élargie. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des problèmes. Mais je ne sais pas si tu te rends compte. Toi, tu devrais parler, comme je dis, moi, si je devais parler à quelqu'un, non, mais occupe-toi de tes affaires, ce n'est pas tes enfants. Mais depuis quand on réfléchit comme ça? Euh, Comme il a dit le prophète Hassan, veux pour ton frère ce que tu aimerais pour toi-même. De la même manière que je vois la fille d'un tel ou le fils d'un tel en train de faire n'importe quoi, avoir un point de deal, etc. Eh, ton fils, ton père, je le connais, Mohamed, c'est quelqu'un de bien, etc. Tu ne devrais pas faire ça. Ben non, nous, on passe, c'est pas ton problème, accélère. Ben ça, c'est également un problème gravissime qui a fait en sorte de refaire jaillir l'éclatement familial. Ça jaillit, c'est comme, tu vois, tu pensais qu'il n'y avait rien du tout, et d'un seul coup, tous les problèmes jaillissent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'ai pas vu venir. Ben si, en fait, tu l'as vu venir. Parce que dès le début, tu pensais que tu étais seul. Tu étais un individualiste. Pour ne pas donner un terme péjoratif, tu étais égoïste, en fait. Tu ne pensais qu'à toi, à ta famille. Mais même la femme, hein. Je sais que je suis en train de partir dans tous les... Mais je te donne énormément d'exemples. Mais même la femme, le gars, il pensait que sa femme, elle lui était toute acquise. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que lorsque la femme, et là, il y en a beaucoup qui vont pas aimer, mais lorsqu'on était dans une famille patriarcale, où la femme s'occupait du foyer. Je ne dis pas que la femme n'a pas le droit de travailler, il est nécessaire, et parfois et même très souvent, que la femme puisse travailler. Mais lorsqu'on se marie et que l'on décide de se marier et donc d'avoir des enfants, il y a donc des responsabilités à suivre derrière. Je ne peux pas simplement dire ouais, je veux me marier et en omettant et en mettant de côté les responsabilités qui vont en découler. Il y a eu un couple où on me dit ouais, ça va très mal, etc. Et en creusant un petit peu, il s'est avéré que la femme est tombée amoureuse de son collègue de travail. Je suis désolé, là, je ne suis pas en train de faire du fait divers, mais c'est tellement réel. Parce que n'oublie pas également qu'il y a énormément de cas de tromperie ou même de tromperie morale, même si on Dans n'est les pas deux passé sens, hein, d'ailleurs, dans les hein, les hommes beaucoup. aussi. Non, mais les hommes, ça a toujours été connu depuis très longtemps. Hmm. Et jusqu'à preuve du contraire, en islam, c'est une religion polygame. Donc qu'un homme puisse avoir plusieurs femmes, c'est quelque chose Ouais, qui, je voulais dire dans un cadre illicite. dans un cadre illicite, l'homme est un coureur de jupons, on le savait. Et c'était beaucoup moindre chez la femme. Mais aujourd'hui, ça s'est complètement répandu. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve à avoir justement la femme qui est exposée au regard des autres par le biais du travail. Je te donne juste un exemple très concret. On ne va pas aimer cet exemple-là, mais je suis obligé de le donner. La femme, tous les jours, elle se pomponne pour aller au travail. Elle se fait belle. Et elle en a marre de se pomponner lorsqu'elle arrive le week-end, samedi, dimanche, là où son mari est avec elle. Parce que lui aussi, il travaille, tu vois. Donc, elle est belle à l'extérieur, mais à la maison, elle ne veut pas sortir de son pyjama et elle ne veut pas se maquiller, tu vois. Donc, elle est belle au regard des autres, mais pour son mari, elle diminue. Et c'est là où on dit que la routine tue. Elle s'installe dans cette routine-là. Donc, le gars, il dit, mais ma femme, je la vois toujours en pyjama ou fatiguée le soir après le travail. Tu peux en sourire. Vous ne le voyez pas, mais il est en train de sourire. D'accord? Donc, on peut voir, en fait, la femme qui est en train de se faire belle tous les jours pour aller au travail, mais là où elle doit se faire belle pour son mari, pour essayer de faire rejaillir la flamme, comme au début, ben non, ça marche pas. Et donc lui, il voit sa femme toujours en pyjama, mais lui aussi, il a des collègues de travail de l'autre côté qui, elles, se font belles. Et donc ça aussi, c'est une cause flagrante et réelle de quoi? De l'éclatement de la famille traditionnelle et une cause également de divorce. Lorsque je te parlais de multifactoriel, j'ai énormément de cas et tout ce que je suis en train de te dire, c'est factuel. C'est des messages que l'on m'envoie. Ça fait plus de 20 ans de da'wah et nous discutons dans un canal entre imams et nous revoyons comment dirais-je, ces questions tendancieuses qui reviennent à chaque fois. C'est terrible, mais justement, Tendancieuse et tendancielle. exactement. Et là, tu le vois, qu'est-ce qui se passe?
Mais en réalité, nous sommes exactement un maillon de la population nationale. Les problèmes qui touchent nos concitoyens non musulmans touchent exactement de la même manière la communauté musulmane. Donc de là à penser que nous sommes une sorte de bouffée d'oxygène ou une bulle complètement déconnectée de la société, c'est faux. La fornication, l'adultère, les cas de sida, les cas de viol, les cas de suicide, tous les cas qu'on pensait que la communauté musulmane ne pouvait pas être touchée, eh bien en fait on est en plein dedans. Donc il faut s'investir dans le traitement, la résolution de toutes ces problématiques sociales qui concernent tout le monde. C'est ça le message. C'est-à-dire les musulmans, comme les autres, doivent s'impliquer, s'engager à résoudre ou à diminuer la part de mal qui ressort de tous ces exemples que vous avez donnés, de ces problématiques sociales, de drogue, de délinquance et d'autres, pour justement que leur famille et la famille des autres ne soit pas atteint un jour ou l'autre. C'est ça le message? C'est l'imam qui parle, il y a un mode d'emploi qui est le Coran et la Sunna. Il y a la famille patriarcale qui n'est pas propre à l'islam et aux musulmans, ni au judaïsme, ni au christianisme. À l'époque, en France, pas plus tard que dans les années 80, on parle de la révolution de mai 68, hein, d'accord ou pas? Ouais. Avant, c'était la famille patriarcale. Ça a toujours existé depuis des siècles et des siècles. Et on a vu énormément de choses qui n'ont pas fonctionné au fil des siècles, mais la famille a toujours été un socle commun qui était préservé parce qu'on suivait le schéma qui a été, comment dirais-je, un modèle depuis maintenant Qui a fait ses preuves, quoi. qui a fait ses preuves. C'est pas les musulmans qui le disent, c'est pas les juifs, c'est pas les chrétiens. Ça a fait ses preuves. Et depuis justement l'avènement de la libération de la femme, d'un féminisme exacerbé, je ne parle pas du féminisme seul, mais d'un féminisme exacerbé où la femme veut être l'égale de l'homme, où elle pense avoir les mêmes aptitudes physiques, intellectuelles, euh, émotionnelles que l'homme. Quand vous voulez dire l'égal de l'homme, vous voulez dire être un homme? Oui, C'est ça que vous oh, voulez non, dire? C'est-à-dire non, non, qu'elle n'assume pas une féminité? non, que je n'ai plus besoin de l'homme. C'est ça que je veux dire. Si je suis l'égal d'un homme, c'est que je n'ai pas besoin d'un homme en fait. Je- La femme peut subvenir à ses besoins sans homme. Est-ce que la fonction de l'homme se réduit? Parce que vous l'avez dit plusieurs fois dans cet échange. Maintenant, je travaille, donc l'autorité de l'homme baisse. Donc là, l'autorité de l'homme ou la fonction de l'homme, du père, du mari, etc., c'est-à-dire la valeur ajoutée et l'importance et la richesse de la fonction de l'homme est corrélée, est associée à un salaire, à une rentrée d'argent. Absolument, Ça devient un critère matériel. Donc, absolument pas. voilà, donc c'est quand même une question qui se pose. On peut l'entendre, merci de me permettre de préciser le propos. On peut entendre cette chose-là, mais on sait que le prophète, alayhi salam, parce qu'il s'est marié avec Khadija, c'est elle qui lui a apporté justement sa stabilité économique et financière. Elle était richissime et c'est elle qui a fait au début travailler le prophète, alayhi salam. Elle ne travaillait pas parce qu'il y a beaucoup de confusion. Ouais, c'était une businesswoman, etc. Ben non, sinon elle n'aurait pas embauché le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour aller faire justement le commerce en Syrie et c'est lui qui allait acheter les marchandises et les revendre. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais non, mais la femme, elle peut travailler, etc. Et on utilise l'exemple de Khadija pour dire, regardez, c'était une businesswoman. Oui, c'était une businesswoman, mais elle payait des hommes pour justement faire ces tâches, entre guillemets, ingrates, d'aller au contact du client et d'aller voyager pour aller justement vendre la marchandise. Je referme cette parenthèse. La femme, elle peut gagner autant que l'homme et elle peut avoir autant d'argent que l'homme. Mais lorsqu'on parle justement du système patriarcal, on entend le mot autorité. Al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, le fameux verset qui a fait couler tellement d'encre. Mais moi, j'aime pas employer le terme d'autorité. J'aimerais plutôt parler de terme de protection. L'homme a la charge de protéger sa famille, financièrement parlant, économiquement parlant, religieusement parlant, socialement parlant. C'est ça la charge de l'homme. Et ça incombe à l'homme, lui qui est prêt justement à subir les agressions extérieures. On voit très bien que la femme, elle est harassée par le travail extérieur. Lorsqu'on voit une femme qui fait le café, qui se pomponne, qui se plie en quatre pour son manager, là, il n'y a pas de problème. Elle n'est pas soumise. Mais dès qu'elle doit faire cette même chose pour son mari, qui subvient à ses besoins, qui l'aime, qui la chérit, qui lui donne des enfants, qui vit avec elle, oh ben non, là, elle est soumise. Lorsque le patron lui dit, va me chercher un café ou va me ramener tel ou tel dossier pour un salaire, bah là, il n'y a pas de problème, on ne parle pas de soumission. Leur collègue de travail va dire, ouais, mais tu ne vas pas santé, etc. Sinon, comment tu vas faire pour gagner ta vie? Mais dès que c'est le mari qui commence à demander la même chose à son épouse et qu'il est en droit de demander parce qu'elle lui donne et il lui donne en retour,
Eh bien non, là, ça devient de l'exploitation, etc. Et déjà, cette manière de percevoir les choses, à savoir que l'homme a une autorité sur la femme, c'est grave. Ça n'a jamais été le cas. C'est un partenariat, c'est une complémentarité. Et c'est ce qu'a fait le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était apeuré, qu'il venait juste de recevoir la révélation. Il a écouté les propos de son épouse Khadija. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas fou. Et tu ne peux pas être fou. Tu as toujours été au service de l'autre. Tu as toujours aidé l'indigent, le nécessiteux, la personne qui était dans le besoin. Lorsqu'il a été fait Sulh al-Hudaybiyah et que les compagnons ne voulaient pas se raser la tête parce qu'ils devaient faire la Umrah et que vous n'avez pas égorger leur sacrifice, il est rentré, Salama lui a donné un conseil, il a écouté le conseil de Salama, il a écouté son épouse, il y avait un partenariat, ils étaient ensemble, ils échangeaient. Ben ça, en fait, dans l'imaginaire des gens, l'homme, c'est quelqu'un de tyrannique, c'est le patriarcat, c'est le père fouetteur, d'accord? Et c'est lui qui est tout méchant, mais je suis désolé, c'est pas vrai. Lorsqu'on regarde la vie du prophète, lorsqu'on regarde comment les compagnons ont vécu, lorsqu'on regarde Fatima al-Fihri, etc., qui était une femme qui a créé la première université jusqu'à aujourd'hui, qui est encore en action après Zitouna, ben là on remarque que non, c'est pas vrai. Faut arrêter dans l'imaginaire des gens. C'est eux qui ont créé un imaginaire où l'homme, al-Qawam, il a autorité. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne une décision finale. Oui, c'est l'homme. Parce que comme je le dis, dans toute société, dans toute entreprise, dans toute organisation, il faut qu'il y ait un décideur final. C'est l'homme. C'est comme ça et ça a toujours été comme ça depuis l'aube des temps. Pourquoi maintenant on devrait remettre cela en cause? Alors, on reparlera de la place de l'homme dans la société moderne dans un prochain entretien, hein. D'accord. Peut-être pour terminer cette première partie d'un long entretien, euh, concernant l'éducation des enfants. Vous avez parlé à plusieurs reprises, et c'est très important d'en parler, des réseaux sociaux, des écrans, des smartphones, de l'emprise. Donc, je crois qu'on peut parler d'emprise, voire même de possession, d'une certaine manière, des esprits humains par ces nouvelles technologies. Beaucoup de parents disent on nous a volé nos enfants. Quand on voit la place de ces écrans-là, et qu'on voit que les écoles elles-mêmes rendent quasi obligatoire, parce que vous avez des applications maintenant comme Pronote pour donner les devoirs. Pour avoir les devoirs, vous devez avoir accès soit à un ordinateur, soit à un téléphone, quand il y a des absences de professeurs, etc. Comment on éduque ces enfants dans ce contexte, qui est un contexte d'aliénation, quelque part, hein, puisque l'esprit des enfants avec les addictions, on pourrait parler aussi des addictions aux notifications, etc. Voilà. Quel conseil vous donneriez à nos auditeurs pour réussir malgré tout à transmettre une éducation, au moins les fondamentaux, aux enfants dans ce contexte d'aliénation technologique? L'aliénation technologique est en premier lieu et à cause des parents. Jusqu'à preuve du contraire, les enfants n'ont pas un téléphone, un smartphone, téléphone intelligent dans les mains que si ce n'est à cause des parents. Les premiers qui ont annihilé et qui ont perverti la fitra, la saine nature de leurs enfants, c'est les parents. Si tu donnes un téléphone à ton fils ou à ta fille, ne t'étonne pas des conséquences désastreuses, tragiques qu'il peuvent y avoir derrière. C'est des conséquences qui sont tragiques. J'ai mon ami, encore une fois, je donne toujours des exemples concrets, qui est chauffeur de bus. Il y a une femme qui toque à sa vitre derrière, elle est chauffée, d'accord, à la RATP, et qui lui dit les enfants, ils font des choses pas bien. Lui, il est en train de conduire, il ne voyait pas. Il fait qu'est-ce qui se passe? Il fait regarder, les enfants, ils regardent des choses pas bien. Et en fait, ils avaient un smartphone, ils regardaient du pornographique. 10 ans, 11 ans. Ils allaient au collège, ils les accompagnent tous les matins. Et là, elle a dit, mais qu'est-ce que vous faites, les enfants? Vous êtes sérieux, quoi? Mais tout le monde regarde ça au collège. Enlevez-moi ça, etc. Il les réprimande. Parce qu'en fait, la dame, elle entendait le truc des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on a un couteau tranchant, on dit à son enfant, ne t'approche pas du couteau, tu risques de te blesser. Mais ça sera qu'une blessure physique. Mais lorsqu'on donne un téléphone, un smartphone dans les mains d'un enfant, à travers les réseaux sociaux, d'accord? À travers la pornographie, à travers l'image illusoire qu'on leur propose dans les téléréalités, dans les influenceurs, euh, tout aussi, et j'ai envie de nommer des gens, hein, parce que je regarde juste des influenceurs qui sont connus, d'accord, qui brassent des millions et des millions de personnes, bah, c'est nos enfants qui sont en train de les regarder. Mais comment ont-ils pu avoir accès à ces gens-là si ce n'est à cause des parents qui leur ont donné un téléphone? J'ai donné des téléphones à mes enfants. C'est quoi comme téléphone que je leur ai donné? Des bigots, SMS, appel, je raccroche. Ouais, mais ils ont également leurs copains, ils peuvent leur créer des comptes Snap, etc. Ils peuvent regarder au collège. Oui, mais ça sera toujours limité. Dès qu'ils rentrent à la maison, je reprends contrôle de mon enfant. Je reprends contrôle de mon enfant lorsqu'il rentre à midi également. Il ne passe pas toute la journée à l'école, il ne passe pas toute la journée. Encore une fois, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'homme et la femme travaillent. L'enfant
est livré à lui-même. Déjà à l'époque, les premières comment dirais-je, cassettes VHS pornographiques qu'on a regardées, c'était chez les collègues je parle de ceux qui c'était à l'époque, où les parents travaillaient. Parce que tu ne pouvais pas regarder du porno ou des choses illicites, etc., lorsqu'il y avait les parents qui étaient toujours à la maison. Et dans les familles maghrébines ou dans les familles subsahariennes, il y avait toujours les parents qui étaient là. Donc c'est où tu fais les bêtises? À l'abri des parents, parce que les parents travaillent. Et bien là, en fait, tu n'as même plus besoin d'avoir un endroit pour pouvoir faire cette chose-là. Tu lui as donné ça dans ta poche. Tu es dans le lit, toi, tu es en train de dormir et ton fils, il a son téléphone. Il est en train de regarder TikTok. Il est en train de regarder des influenceurs qui l'appellent le mal. Il est en train de regarder des choses qui le pervertissent l'esprit. On n'a jamais eu autant de cas d'homosexualité et autant de cas d'athéisme dans la communauté musulmane. Pourquoi? Encore une fois, c'est par rapport à ce qu'il est en train de regarder dans les tendances sur les réseaux sociaux. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, cela influence nos enfants. Et les premiers responsables, ce sont les parents. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Parce que c'est eux qui mettent le téléphone. Donc avant de crier à la société qui est pervertie, avant de crier au fait que oui, c'est à cause des autres, etc., regardons déjà ce qui se passe à la maison. Des fois, on voit nos enfants, on leur donne un cadeau. Quel cadeau on leur donne? Parce qu'ils veulent être in comme les autres. On leur donne un smartphone, un téléphone intelligent dans les mains qui leur ouvre justement la porte à tout ce que l'on peut voir de sale, surtout lorsqu'on est enfant. Nous, adultes, on arrive à faire la différence, on arrive à discerner entre le bien et le mal, de ce qui va nous toucher, de ce qui ne va pas nous toucher. Mais un enfant, le pauvre, il ne fait que d'absorber. Et tu te rends compte qu'il y a des enfants à 7 ans, 8 ans, 9 ans, et on les voit, ils ont déjà des smartphones à la main. Mais qui leur a donné ces smartphones? C'est les parents. Donc avant de me dire oui, quelles sont les solutions, etc., avant de parler de guérison, parlons de prévention. Ne mettons pas de téléphone dans les mains de nos enfants. Et on l'a vu, on l'a prouvé. C'est cela qui crée des addictions gravissimes. Pourquoi en fait aujourd'hui on voit des parents qui divorcent? Parce qu'en fait, c'est ceux des années 2000, les milléniums, qui se retrouvent à avoir grandi avec des écrans. Et lorsqu'ils ont grandi avec des écrans, au début, on pouvait créer de la frustration chez toi et moi, on était frustrés. On se mettait des pressions à l'école, on se moquait de nous. Il fallait nous installer dans la société déjà, au lycée, à l'école, etc. Il nous fallait nous trouver notre place et ça passait parfois par des petites bagarres, par des moqueries, etc. La frustration faisait partie de notre quotidien. Aujourd'hui, lorsque l'enfant immerge dans son téléphone, tout ce qui va le frustrer, il va zapper, il va scroller. Mais lorsqu'il va grandir, il va se prendre pour un renard, il va croire que c'est une femme, il va croire qu'il n'est pas bien dans la peau d'un homme, il va pas se sentir bien dans telle et telle chose parce qu'il n'a pas l'habitude à la frustration. Et donc, il va rester éternellement adolescent. Même si son corps a grandi, il va rester éternellement adolescent. Je ne veux pas me mélanger. Je ne veux pas être un homme. Pourquoi? Parce qu'un homme, ça demande à quoi? À avoir une implication, à apporter une protection à sa famille. Ça demande un sacrifice pour les autres. Ben non, moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Et on veut toujours rester dans une zone de confort. À cause de quoi? À cause du fait qu'on ait miroité justement ce transhumanisme où tu peux vivre à travers les réseaux, à travers l'informatique. Donc c'est trop tard, une fois que le téléphone est entre les mains des jeunes, c'est trop tard. Il y a plus rien à faire. Absolument pas. Il y a malheureusement, comme tu le sais, dès qu'il y a une addiction, il y a un sevrage à faire. Mais le sevrage est difficile. Et il demande des moyens. De couper. Combien de personnes, j'ai combien de jeunes qui viennent me voir et me disent, Mehdi, je suis désolé, mais je suis attiré par les hommes. Et c'est un musulman qui assiste à des conférences islamiques. Alors en France, nous avons une liberté totale de pouvoir être attiré par ce que l'on veut. D'accord? Une fois qu'on a dit cette chose-là, religieusement parlant, que ce soit chez les chrétiens, chez les juifs ou chez les musulmans, l'homosexualité est interdite. Et donc il se sent mal, il vient me voir, il me dit, je me sens mal, je suis attiré par les hommes. La première chose que je lui pose comme question, c'est, est-ce que tu regardes du porno? 9 fois sur 10, il me dit oui. Pourquoi? Parce qu'au début, c'est une relation classique et ça monte crescendo jusqu'à arriver à avoir toujours besoin d'images de plus en plus trash pour arriver justement à cette jouissance qui va l'apporter en La regardant. transgression, la Exactement. logique de la Et transgression. de plus en plus hard, d'accord ou pas? Et là, il est dégoûté. Et je lui dis tout de suite, tu te dois de passer par le sevrage, de couper avec ce smartphone, de prendre un téléphone pour que tu sois joignable et d'avoir un téléphone dans le salon. Pas un ordinateur portable, pardonnez-moi, un ordinateur qui soit dans le salon où tu ne peux pas te retrouver en tête à tête avec ce qui va te mener à la pornographie. C'est un sevrage. Donc ça va demander du temps. Tu sais très bien que prévenir, c'est facile, mais guérir, ça demande un protocole. Parfois, c'est des chimios, c'est des radiothérapies. Parfois, ça prend du temps. Parfois, c'est des C'est médicaments. douloureux. C'est douloureux. Donc lui, il y a un travail. Mais qui aime la douleur aujourd'hui? Parce que tout est tellement facilité. C'est très compliqué. Donc on peut déjà sauver un maximum de personnes
en étant dans la prévention. Et si des personnes arrivent à regarder justement cet entretien, qu'ils fassent attention à leurs enfants. C'est une amana, c'est un dépôt qu'Allah leur a donné, qu'il leur a confié. Et c'est à cause de ça qu'on voit une société de plus en plus folle aujourd'hui. Des gens qui font de plus en plus n'importe quoi parce que justement, ils ne vivent plus à travers la réalité. Au début, tu te rends compte que à Marseille, avec la DZ Mafia, il y a des tueurs à gages qui ont 14 ans, 13 ans, 15 ans. Est-ce que ça existait ça à l'époque? Impossible. Mais On parlait pourquoi? des enfants soldats dans certains pays. Mais oui, mais à cause de quoi? Encore une fois, à cause justement de l'horreur de ces pays, parce que c'est des pays en guerre. Bah là, c'était des enfants qui étaient livrés à eux-mêmes. Les parents, ils étaient morts. Soit décimés, soit exterminés, ou soit tués, parce qu'ils n'étaient pas de la bonne tribu. Bah là, aujourd'hui, on voit des enfants qui se retrouvent livrés à eux-mêmes, bien que leurs parents soient là, mais parce qu'à cause du téléphone, on leur a fait miroiter, à cause des rappeurs, où on fait des clips avec des kalachnikovs, où on fait des clips où on tient des terrains, où on fait du compète, où on met des masques, où on fait des doigts d'honneur, où on prône la violence, où on prône la sexualité débridée, etc. Tout ça, on les a vus où? On les a vus dans les clips, on les voit dans les smartphones. Donc lorsque la personne elle est déconnectée de la réalité et qu'elle ne se rend pas compte c'est quoi la prison, elle ne se rend pas compte c'est quoi doter la vie à quelqu'un. C'est pour ça que des fois j'ai envie d'initier des gens à leur dire venez laver les corps. On lave des corps des personnes qui ont été décimées par des balles. Ça c'est la réalité. Et on le voit également, même eux, lorsqu'ils sont dans ce terrain-là, ouais s'il te plaît l'imam, est-ce que tu peux venir faire une prière? Est-ce que tu peux venir laver mon corps? Ouais, mais il n'avait aucun rapport avec l'islam. Mais au moment où la mort les touche, là il se rappelle en fait qu'il y a quelque chose. Que c'est quelque chose de gravissime qui s'est passé. Tout ça à cause de quoi? À cause du téléphone. Donc, l'une des choses les plus importantes pour pouvoir éduquer nos enfants, c'est déjà comment dirais-je, prémunir, les préserver, les protéger de ce mal qui touche comme les adultes, comme les enfants, comme les femmes et comme les hommes, qui est ce téléphone, qui ouvre la porte à tout ce qui est mal. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Et depuis qu'on est rentré dans l'ère des réseaux sociaux, bah, en fait, on voit qu'il y a un taux de suicide qui a augmenté, un taux de divorce qui a triplé, des gens qui sont en perte de repères et identitaires. Tout ça, c'est à cause de quoi? C'est que les gens vivent de manière complètement virtuelle. Là, j'ai été peut-être un petit peu prolixe dans le fait d'éduquer les enfants, mais on ne peut pas y répondre comme ça d'une question. Mais déjà, qu'on ne donne pas le cancer qui va gangréner et la mentalité et la foi de nos enfants. Donc un message aux jeunes parents qui viennent d'avoir des enfants, ne leur donnez pas Il y a un ne message aux mettez jeunes pas de aussi qui vont nous téléphone, oui, regarder, oui aussi, ou les hein, plus jeunes, ne leur mettez pas un téléphone entre les mains, clairement. Et c'est pas protégez-les. moi qui le dis, hein, c'est les pédopsychiatres, c'est pas les musulmans qui parlent, hein. Alors là, c'est complètement généralisé, hein, c'est médical là. Merci beaucoup Mehdi pour ce premier entretien qui était consacré donc au rapport à la famille. Nous poursuivrons prochainement sur un entretien pour parler, pour développer, pour approfondir ce que tu as déjà initié dans cet entretien, à savoir la place de l'homme dans les sociétés traditionnelles et dans la société moderne. Merci à tous nos éditeurs pour leur fidélité. N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant, en notifiant la petite cloche et aussi en participant à cette réflexion dans le fil de commentaires. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain entretien sur Mizan TV. Merci à vous.